faut trouver le moyen d'avoir un petit peu d'anxiété en quelque part, puis de se poser les questions, puis de rester dans l'inconfort, même si on est confortable. C'est pas évident pour la nature humaine, on va se le dire. Là. Une entreprise, selon moi, c'est identique à la vie humaine. S'il n'y a pas de croissance, c'est la mort. N'importe quelle entité vivante, son but numéro 1, c'est de survivre, se reproduire et croître. Donc, il faut qu'il y ait de la croissance au bout de la ligne. Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance et le moment que vous attendiez tous parce que ça fait 1 mois qu'on n'en a pas eu. Eh bien, il est de retour après un petit voyage en motoneige qui s'est très bien déroulé. Jonathan Léveillé est de retour sur nos discussions d'affaires. Jonathan, comment ça va aujourd'hui? Antoine, ça va super bien. Vraiment content d'être avec toi aujourd'hui. Et l'auditoire, j'avais hâte de venir reparler un petit peu sur le podcast. Ben là, les gens m'envoyaient des messages. Est-ce que c'est terminé les discussions d'affaires? Est-ce que les menaces que tu avais fait d'arrêter le podcast finalement se mettent à exécution? On rassure tout le monde, on est de retour. Le podcast continue. Peut-être qu'on n'a pas encore lancé des podcasts à 4 personnes comme je l'avais mentionné. Là, c'est un projet qui reste d'actualité, mais qui n'a pas été encore lancé. Mais le podcast Hypercroissance est toujours présent, plus fort que jamais. Et bon, Jonathan, on t'a perdu pendant 1 mois de temps, mais on ne peut pas t'en vouloir parce que ça fait quand même 20 ans maintenant que tu diriges Open Mind. Félicitations, vous avez fêté votre 20e anniversaire il n'y a pas longtemps, là. Exactement. Merci, Antoine. Oui, le 7 mars qui vient de passer 2025, j'ai honnêtement peine à y croire, mais ça fait vraiment 20 ans que j'ai eu la chance de partir Open Mind. Pour moi, c'est quasiment irréel là, de dire que ça fait 20 ans. Je regarde le chiffre puis je me dis, ça ne peut pas avoir passé aussi vite que ça. Puis en même temps, quand on regarde l'échelle de temps, il y a des zones où il y a des périodes de la business où ça a été très long et très pénible, comme n'importe quelle entreprise. Donc, il y a un mix d'émotions entre ça peut pas faire 20 ans, ça a passé beaucoup trop vite. D'un autre côté, j'ai des périodes dans ma tête que je fais, mon Dieu, ça a été long. Puis d'un autre côté, j'ai une autre émotion que je me dis, on a fait beaucoup de chemin en 20 ans, je suis fier de ce qu'on est rendu aujourd'hui. Mais comme n'importe quel entrepreneur, on voudrait toujours être plus loin que où ce qu'on est aujourd'hui. Donc, d'un autre côté, je me dis, j'espère qu'on va aller encore plus vite pour les 20 prochaines années puis aller plus loin. Donc, c'est un mélange d'émotions qui tourne autour de ces 3 sujets-là que j'ai dans ma tête. Là. Et là, Jonathan, je te regarde, là, tout est au début trentaine. Tu as lancé ça à quel âge, Open Mind? J'ai eu la chance d'aller chercher mes premiers contrats commerciaux à l'âge de 13 ans. Donc, de 13 ans jusqu'à l'âge de 19 ans, j'étais en mode de plus travailleur autonome. Et à 19 ans, j'ai décidé de décrocher de l'école, un décrocheur comme beaucoup d'entrepreneurs, et de partir officiellement Open Mind, alors que j'appelais ça mes journées, pas mes journées, mais mes semaines de 8 jours par semaine. Je travaillais vendredi soir, samedi, dimanche chez Future Shop, Feu Future Shop qui n'existe plus aujourd'hui, mais ça permettait de payer mon loyer, mon auto, mes dépenses, puis tout le reste de la semaine, je partais Open Mind et j'essayais de mettre de l'argent de côté pour éventuellement embaucher quelqu'un que j'allais lui donner cet argent-là que j'accumulais pour essayer de faire démarrer la roue. Fait que oui, à 19 ans, j'ai eu la chance et l'opportunité de démarrer ça de manière un peu plus officielle. Et tu vois, je trouve tellement que c'est un point qui est sous-estimé. Gérer une organisation pendant longtemps. Puis je veux expliquer mon point. J'ai vu beaucoup d'organisations, puis je les ai eues sur le podcast dans les derniers temps. Une qui me vient en tête, c'est GEFO, qui est une organisation que Jean Fontaine, c'est pour ses initiales, là, GEFO, a lancé, si ma mémoire est bonne, je pense en 1960 ou 1970. Bref, ça fait excessivement longtemps qu'il est en affaires, Jean Fontaine. Puis vous m'excuserez, là, peut-être que la date n'est pas la bonne, mais on fait des recherches pour la trouver. Mais bref, ça fait très longtemps qu'il est en affaires. Et l'avantage que tu as à gérer une organisation année après année, pendant des dizaines d'années, pendant des vingtaines d'années, c'est incroyable l'effet de levier que tu as à la 20e année comparativement à la 19e année. Bon, moi, je vais parler de ce que je connais aujourd'hui. Ça fait 13 ans que j'essaie d'être en affaires, officiellement. Donc, la 13e année, je vois tout l'avantage que j'ai comparativement à la 12e année. Oui, après, il peut y avoir des bonnes années, des moins bonnes années. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de la business. Mais force est d'admettre que l'apprentissage que tu as année après année prend quand même des allures d'effets composés pour ton apprentissage personnel, ta compréhension de la business, la reconnaissance que ton organisation a envers des futurs employés, envers des futurs clients. Tu parais plus sérieux, ça fait longtemps que tu es présent. Donc, si ça fait longtemps que tu es présent, automatiquement, on sait que tu ne vas pas partir du jour au lendemain parce que tu as été capable de maintenir toutes ces années-là. Et je le redis, on avait fait un podcast sur ça il y a peut-être 1 an de ça.
où est-ce que j'expliquais le fameux concept du long-term founder, qui, selon moi, est très, très sous-estimé parce qu'on met beaucoup en avant les gens qui bâtissent et qui vendent et pas assez en avant les gens qui bâtissent et qui maintiennent. Parce que c'est moins glamour, on pourrait dire. On a moins de gros chiffres peut-être à mettre de l'avant. Mais une organisation qui est capable de tenir pendant très longtemps, le levier que tu es capable d'accumuler année après année est assez exceptionnel. Peut-être toi, tu pourrais nous parler un peu de ça. Comment cette longévité a aidé OpenMind dans ta compréhension, dans ton analyse de tout ça? Qu'est-ce que tu es capable de faire aujourd'hui que, selon toi, tu n'aurais pas été capable de faire il y a 10 ans ou il y a même 15 ans de cela? Ben, pour répondre à cette question-là, je séparais OpenMind en 4 phases de 5 ans. La première phase a été pas mal un mode travailleur autonome où ce que j'apprenais, c'était quoi une business, mais plus, pas nécessairement de bâtir une organisation, mais de réussir au moins à aller chercher des clients puis à avancer derrière tout ça. L'autre 5 ans par après, ça a été quand même une phase de comprendre vraiment c'est quoi une business en mode gestion, comment bâtir une équipe. 5 ans plus tard, on a eu un grand scale et les 5 dernières années, c'est plus un repositionnement, comment aller chercher de la valeur. Fait que je pense dans chacune de ces phases-là, si je parle dans mes souliers à moi, l'expérience qui est accumulée, qui a resservi à certains niveaux dans les phases subséquentes par après. Puis je pense que les 5 années qui s'en viennent vont m'apprendre des choses que je vais me dire, mon Dieu, j'aurais aimé ça le savoir il y a 5 ou 10 ans, ça m'aurait accéléré. Donc, au fur et à mesure que les phases changent dans la même entreprise, il y a toujours du bagage du passé qui est applicable dans le présent puis dans le futur. Puis je pense que c'est un effet composé qui se fait derrière tout ça. Maintenant, si je me sors de mon entreprise et que je regarde d'autres entreprises pour participer, par exemple, sur des conseils d'administration et des comités aviseurs de d'autres entreprises, je me rends compte souvent dans ce genre de cas-là à quel point il y a eu de l'accumulation de connaissances puis d'expertise qui est faite. Et c'est souvent mon meilleur checkpoint pour faire, mon Dieu, OK, on est rendu à un certain stade où j'ai moi-même, Jonathan, une certaine capacité d'entrepreneurial que là, je vois où ce que je pourrais la redéployer ou comment je peux aider les gens par après. Fait que souvent, dans sa propre entreprise, on s'en rend pas compte qu'on a accumulé beaucoup. Mais c'est quand on se décolle le nez de l'arbre et qu'on va voir ce qui se passe dans notre entreprise ou que des fois, on vient intervenir comme conseiller externe, qu'on fait, mon Dieu, OK, j'ai quand même un bagage assez pertinent, je pense, accumulé à travers le temps. Puis c'est souvent là qu'on a une réflexion de dire, mon Dieu, si j'avais à refaire le parcours que j'ai fait, probablement le 20 ans que ça m'a pris pour se rendre là aujourd'hui, il m'en prendrait peut-être 3, 4 ou 5 aujourd'hui pour réussir à rescaler ça à ce niveau-là. Donc, je pense qu'il y a un effet composé, effectivement, de la connaissance, mais on s'en rend pas toujours compte d'être directement dans son entreprise parce qu'on a souvent le nez tellement collé sur l'arbre, puis ça peut tellement aller vite dans l'opérationnel, des fois on s'en rend pas compte, puis qu'on n'est pas capable de toujours bien redéployer, je pense, cette expérience-là puis cette connaissance-là accumulée à travers le temps. Je sais pas si c'est un petit peu ce que tu vis, toi, de ton côté. Tu es rendu, je pense, à 13 ans maintenant, si je ne me trompe pas. Ouais, écoute, ce mois-ci, mars 2012, c'est là qu'on avait lancé l'organisation. Je pense qu'on l'a incorporé l'année d'après, en 2013, mais c'est vraiment en 2012 qu'on a commencé à lancer, créer les logos, aller chercher les premiers clients. On le faisait sous un autre nom d'entreprise à ce moment-là qui était déjà intégré. C'est toujours ça qu'on fait un peu au départ. Puis bon, à un certain moment, quand ça vient sérieux, on crée la Inc. Donc, 13 ans officieusement, 12 ans officiellement, mais ça fait un bon bout de temps. Écoute, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai que quand tu prends un peu un pas de recul puis tu regardes d'autres entreprises, que ce soit pour conseiller des gens, que ce soit pour des conseils d'administration, comme tu le mentionnes, c'est là que tu vois vraiment que ton niveau de connaissance est peut-être rendu à un différent endroit. Puis ça, c'est vraiment intéressant. La chose, par contre, qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand ça fait un bon bout de temps que tu es en affaires, il y a aussi un danger. Un certain danger, c'est le confort. Hein? C'est le confort parce que quand ça fait un certain nombre d'années que tu es en affaires et que tu n'as pas vendu l'organisation, que tu la diriges toujours, ça veut dire qu'à un certain point, l'entreprise, elle est en bonne santé financière, elle est capable de suivre une trajectoire de croissance qui fait du sens ou qui ne fait pas de sens au fondateur. C'est à lui de décider, mais qui est soutenable et qui fait son bout de chemin. Et là, souvent, c'est là que le plus gros danger est devant vous. Parce que ce que vous aviez à 18, 19, 20 ans, et là, je parle, là, c'est quasiment le Antoine de 31 ans qui parle au Antoine de 18 ans ici. Ce que vous aviez à 18, 19, 20 ans, c'était une naïveté et une non-expérience qui jouait à votre avantage. Parce que sachant que vous ne saviez pas ce qui allait se dérouler, vous alliez le faire.
Vous alliez faire toutes les erreurs, puis vous alliez accepter de faire toutes les erreurs parce que vous étiez là dans votre cheminement. Vous étiez prêt à vous casser la gueule, à foncer dans un mur, une fois, deux fois, trois fois, 200 000 fois. Et à un certain point, à un moment donné, tu vas être capable de trouver la faille et de passer à travers le mur. Et là, tu fais l'apprentissage. Et cette naïveté, ce manque d'expérience-là est de loin votre atout numéro 1 quand vous avez 18, 19, 20, 21 jusqu'à 25, 26, 27 ans. Et ça peut être plus également. Et quand tu arrives à 30 ans, ben là, c'est peut-être un petit peu, ou 30 ans, ou 10 ans en affaires, peu importe le chiffre, là, mais je pense que vous comprenez l'idée. C'est un peu l'inverse qui se met en place, c'est-à-dire que vous avez l'expérience, est-ce que vous avez encore l'envie d'aller vous casser la gueule de cette manière-là et de retourner sur le terrain et de faire les actions que vous faisiez au début. Parce que là, la différence, c'est maintenant, c'est que peut-être que vous êtes très confortable, donc c'est plus difficile de le faire. Mais par contre, si vous retournez sur le terrain et que vous mettez les mêmes efforts que vous aviez à 20 ans, l'apprentissage et l'expérience que vous avez fait en sorte que vous pouvez aller vraiment 200 fois plus vite. Par contre, est-ce que vous êtes prêt à le faire? Et c'est ça la grosse différence que je vois souvent avec des gens que je côtoie, c'est qu'ils deviennent confortables. Et je pense que j'en parlais sur LinkedIn récemment. Personnellement, avec J7, ça a toujours été la même chose que je me suis aperçu. C'est quand on est vraiment dans une situation confortable. Nos situations confortables sont toujours suivies par des moments inconfortables. Et dans nos moments inconfortables, c'est là qu'on redouble énormément d'efforts et que par la suite, on retourne dans une situation confortable. OK? Donc, essentiellement, ce que je suis en train de dire, c'est que les résultats que vous avez aujourd'hui proviennent d'actions que vous avez faites dans le passé. Bon, rien de nouveau ici. Sauf que c'est un bon, pardonnez-moi l'anglicisme, reminder à tout le monde, c'est de se dire, quand les choses vont bien et qui semblent aller trop bien, c'est souvent mauvais signe. Du moins, moi, c'est ça que je m'aperçois à travers le temps. C'est que la croissance, c'est complexe, c'est difficile, ça demande des fois des maux de tête, ça t'empêche de dormir, bref, ça fait plein de choses. Mais la décroissance aussi, c'est souvent la décroissance qui va survenir si par la suite vous êtes dans un moment qui est trop confortable. Donc, je pense que je reviens au point initial qu'on discutait. Avec toute l'expérience que tu as aujourd'hui, avec toute l'expérience que j'ai aujourd'hui, qui n'est pas personnellement énormément d'expérience, mais qui en est plus qu'au départ, oui, je pense que j'irai plus vite. Mais la chose que je m'assurerais de faire, c'est de m'assurer de mettre les mêmes efforts. Parce que les mêmes efforts aujourd'hui que j'ai faits à ma début vingtaine vont avoir définitivement des résultats exponentiels de ce que j'avais au départ. Et si je ne suis pas prêt à faire les efforts parce que je suis rendu confortable, oubliez ça. L'expérience, l'apprentissage ne va pas te permettre d'aller de faire le travail de quelqu'un qui est prêt à cogner aux portes et qui est prêt à prendre le téléphone pour aller chercher des clients. Il y a des incontournables, il y a des indispensables à faire en business. Et ça, c'est, je crois, ce qui est un peu le défi, le problème de beaucoup de gens, c'est qu'à un certain moment donné, tu es confortable. Et ça, il faut faire attention à ça. J'appelle ça la règle du 2-6-2. Donc, la majorité des entreprises ont 2 ans où on est des super-héros, que ça va bien, on fait de l'argent, les clients sont contents, tout le monde, tout est bien aligné, toutes les planètes sont alignées. Il y a 6 ans, sur un cycle de 10 ans, qu'on va être correct, ça va faire les choses correctement, mais on n'est pas des héros. Puis il y a 2 ans où on est des zéros, ça va vraiment pas bien et que c'est la fin du monde et que c'est problématique. Et la beauté de la chose, si c'en est une, c'est que c'est un cycle qui tourne. Donc, c'est souvent 2 ans de misère qui va amener à 2 ans d'être un super-héros. Et la différence entre les deux, c'est vraiment, on passe d'une zone d'inconfort à une zone de confort, mais c'est l'inconfort du 2 ans où on est un zéro qui fait qu'on souvent on va redoubler d'efforts, puis qu'on va se retrousser les manches, puis qu'on va aller vraiment poser les bonnes actions, se poser les bonnes questions, repositionner l'organisation pour aller au prochain niveau, se réinventer. Et après ça, on passe de la phase justement zéro à héros, puis ça tourne au bout de la ligne. Oui. Puis la question, je pense maintenant, c'est comment qu'on est capable de faire en sorte de ne pas être dans une phase de zéro. Parce que, bon, je pense que ce qu'on est en train de dire ici aujourd'hui, c'est qu'il faut juste reconnaître où est-ce qu'on est en temps réel. Puis quand les choses vont juste trop bien et sont trop faciles, ben, il y a peut-être des raisons qui font en sorte que c'est comme ça. C'est peut-être pas bon signe. C'est peut-être pas bon signe. Puis ça, tu vois, c'est vraiment ma réalisation de ces années en affaires-là. Quand les choses vont bien, quand les choses vont trop bien, bien, c'est normal. Trop bien, trop facile, oh.
qu'est-ce que je suis en train de rater et est-ce que je suis en train de me mettre dans la bonne position pour être prêt pour les 2-3 prochaines années. Mais c'est pas évident parce qu'on travaille tellement fort pour que ça finisse par aller bien que quand ça va bien, faut trouver le moyen d'avoir un petit peu d'anxiété en quelque part, puis de se poser les questions, puis de rester dans l'inconfort, même si on est confortable. C'est pas évident pour la nature humaine, on va se le dire. Là. C'est pas évident, sauf que je pense que c'est la distinction entre garder son entreprise et la vendre. C'est-à-dire que la personne qui va faire ce même cheminement-là et qui va arriver à une période de croissance qui est très, très forte et qui voit les choses arriver et qui n'est pas prêt à passer à la prochaine étape, va souvent vendre. Et c'est très souvent quelque chose qui se déroule. On va dans une position de force. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place. Mais si on prend la décision de manière intentionnelle à vouloir garder son organisation pour le très, très long terme, comme Jean Fontaine le fait, comme tu es en train de le faire, comme beaucoup de gens sont en train de le faire, on n'a pas le choix de se mettre dans des scénarios comme ça parce que sinon, ça va être complexe. Ça va être complexe. C'est-à-dire que si tu atteins un certain stade, on va prendre des chiffres au hasard, ton 1er million de chiffre d'affaires, ton 10 millions de chiffre d'affaires, ton 30 millions de chiffre d'affaires, mais après ton 1er million, la prochaine étape, entre parenthèses, ça serait ton 10 millions. Comment tu te prépares pour aller là? Quand tu as atteint le 10, ben, théoriquement, ta prochaine étape, si on regarde un peu les cycles, c'est souvent par phase de 3 qui va se mettre en place. Ta prochaine étape, ce serait sûrement 30 millions. Qu'est-ce que tu es en train de mettre en place pour te rendre là? Parce que une organisation en soi, on dirait, et je serais peut-être curieux de t'entendre ici, ne peut pas rester et stagner au même endroit tellement longtemps. Parce qu'une stagnation, puis dites-vous-le comme vous voulez vous le dire, mais dans mon livre à moi, signifie de la décroissance. Après, ça peut être OK pour quelques mois. Ça peut être une phase de transition pendant quelques mois, maximum peut-être 1 an. Mais plus que ça, pour moi, ça s'en va pas dans la bonne direction. Une organisation en soi n'a pas le choix de croître. D'où l'idée que j'en reviens au point, c'est de dire, si tu arrives là et que tu n'es pas prêt à te remettre dans une zone d'inconfort pour aller au prochain niveau, c'est mieux de vendre. C'est mieux de vendre parce que sinon, les 3, 4, 5 prochaines années risquent d'être complexes pour toi. Une entreprise, selon moi, c'est identique à la vie humaine. S'il n'y a pas de croissance, c'est la mort. Donc, n'importe quelle entité vivante, son but numéro 1, c'est de survivre, se reproduire et croître. C'est la même chose avec une entreprise. Si ça stagne, honnêtement, on s'en va vers la mort et c'est terminé au bout de la ligne. S'il n'y a pas de croissance, parce qu'il y a une problématique dans la valeur ajoutée, je pense, dans les yeux ou dans les souliers du client, ou c'est mal marketé simplement. Donc, il faut qu'il y ait de la croissance au bout de la ligne. Question pour toi, Antoine, je suis curieux, après 13 ans, ça fait quand même un bon bout que tu roules l'organisation, tes différentes entreprises. Entre les motivateurs que tu avais au début puis les motivateurs que tu as aujourd'hui de continuer, est-ce que c'est les mêmes ou tu dirais que c'est différent? Est-ce qu'il y a des motivateurs qui ont été cochés, que tu as remisés, puis qu'il y en a d'autres qui se sont allumés entre-temps ou c'est toujours les mêmes motivateurs qu'initialement? On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que je veux vous parler d'un partenaire que j'aime tant et j'ai nommé Hello Darwin, la fameuse plateforme et également l'équipe qui vous aide à trouver des subventions. Et je trouve ça donc fascinant parce que ça m'est arrivé, moi en tant qu'entrepreneur avec mon entreprise, J7 Media, de regarder des fois pour des prêts. On veut regarder pour des prêts parce qu'on veut, et on a surtout besoin d'un peu plus de capital pour notre organisation, pour aller plus vite, pour acheter un partenaire, bref, pour plusieurs choses. On regarde pour des prêts, mais très rarement, et ça m'est arrivé, c'est arrivé à d'autres entrepreneurs que je connais, on regarde quasiment jamais pour trouver des subventions. Et c'est ici que Hello Darwin vient faire la différence. Ils sont capables de faire le travail de recherche de A à Z pour vous. Ils sont également capables de vous conseiller sur les meilleures subventions pour votre organisation. Et c'est une plateforme qui est capable de vous donner en temps réel accès à près de 2000 subventions canadiennes avec des possibilités de trier selon les critères de votre entreprise. Bref, je l'ai testé, des amis à moi l'ont testé, des auditeurs du podcast l'ont testé et ils adorent. Et il y a plusieurs subventions que vous allez être capable d'avoir avec Hello Darwin. Vous pouvez avoir des subventions, et c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui, de transformation numérique. On parle souvent d'intelligence artificielle sur le podcast. On parle souvent d'accélération de croissance via du marketing en ligne. Eh bien, si vous travaillez avec Hello Darwin, vous pouvez avoir accès à certaines subventions sur la transformation numérique avec des financements qui peuvent aller jusqu'à 300 000 $. Et l'équipe d'Hello Darwin va tout faire pour vous, remplir les papiers, négocier avec le gouvernement, négocier avec les gens qui vont donner les subventions. Et par la suite, vous allez recevoir
l'argent. Bien entendu, si vous allez les voir aujourd'hui et que vous leur dites que vous venez du podcast Hypercroissance, vous allez obtenir 10% de rabais en travaillant avec eux. Allez voir dans les notes de l'épisode, il y a un lien pour en savoir un petit peu plus sur ce qu'ils font. Et le lien, c'est le go.hellodarwin.com/hypercroissance. Allez jeter un coup d'œil. En supportant Hello Darwin, vous supportez le podcast Hypercroissance. De retour à l'épisode en cours. Ah, c'est une bonne question parce que tu vois, juste avant le podcast, je te parlais à quel point j'étais excité en ce moment des projets qu'on est en train de faire chez J7. Je suis quelqu'un, je pense, de très honnête envers moi-même et je suis capable de le dire de manière très honnête et très transparente sur le podcast que personnellement, j'ai besoin de me créer des propres narratifs. J'ai besoin de me recréer ce monde-là un petit peu de manière différente pour tout le temps passer à un autre niveau. Donc là, je force le trait ici un peu sur ce que je veux dire. Tu vas comprendre un peu mon point. C'est que à un certain point, dans un stade d'organisation, dans nous, ce qu'on a vécu chez J7, j'ai senti que la mission qui avait été donnée, l'objectif qui avait été donné, tirait à sa fin. Et selon moi, n'était plus tellement personnellement intéressant, collait moins avec ce qu'on est en train de faire en tant qu'organisation. Bref, il y avait une vraie question à se poser, de se dire, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? Est-ce que ça fait encore du sens aujourd'hui? Et ça m'est arrivé, si je regarde un peu dans mon histoire, 3 fois. 3 fois. Donc, tu vois, sur à peu près 13 ans, une fois ou 4 ans. Et quand ces moments-là arrivaient de me dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et c'est ce qu'on est en train de respecter la mission initiale, l'objectif initial. C'est là que j'ai vraiment pris un pas de recul pour dire, OK, quel type de narrative on essaie de donner en ce moment à ce qu'on fait? Et qu'est-ce qui va nous motiver en tant qu'individu à se lever demain matin? Parce qu'il faut être honnête, il faut être excessivement transparent avec ce qu'on fait. Tu fais des produits tech pour tes clients, je fais du marketing pour mes clients. Bon, on a certains services connexes, toi et moi, tu as un logiciel, j'ai un logiciel, tout ça, mais essentiellement, ce qu'on fait ne sauve pas des vies, ou du moins pas encore. Il faut se créer des narratifs pour se dire pourquoi on veut continuer à le faire une 14e année, pourquoi on veut continuer à le faire une 15e année, pourquoi on veut continuer à le faire une 16e année. Le moteur économique ne peut pas être le seul. Sinon, c'est pas assez. Ça ne va pas te pousser en tant qu'être humain à vouloir aller plus loin, faire 1 million de plus, faire un 20% de plus de croissance, un 30% de plus de croissance. Personnellement, moi, ça ne m'excitait pas. Donc, dans ces périodes de 4 ans, beaucoup de réflexions ont été faites pour reconstruire un petit peu la narrative que je voulais intégrer par la suite à mes collègues et de remettre un petit peu une mission sur une direction qui est davantage reliée à mes valeurs, à ce que je veux faire en tant qu'entrepreneur. Et c'est comme ça que j'ai toujours été capable de retrouver cette fameuse motivation. Donc, l'année dernière, on a été un petit peu à la fin de ce 3-4 ans de cycle que je trouvais que là, bon, on avait fait le tour sur quelques sujets. Quelle est la prochaine itération de la business? Ça faisait à peu près 1 an que j'y pensais. Et là, je l'ai expliqué au staff. Et ça m'a pris du temps parce que je voulais vraiment acheter cette vision-là moi-même avant d'essayer de la vendre à d'autres. Et quand j'ai vraiment acheté cette vision-là, je me suis dit, hey, tu sais quoi? Ça, Antoine, là, je te vois le faire pour les 10 prochaines années. Et là, à partir de là, quand je rentre dans cette narrative-là, quand je rentre dans cette mission-là, par la suite, je suis capable d'être, quand je suis convaincu, je suis capable d'être très convaincant, je vais le dire ainsi. Bien là, pour moi, ça devient facile de vendre cette mission-là au staff. Et je pense que d'un autre côté, quand tu l'expliques bien, ça devient également facile pour eux de l'acheter. Et là, ça devient ma motivation. Et je suis capable de la segmenter sur des choses qu'on veut atteindre, sur qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va respecter cette mission-là et qu'est-ce qu'on va faire en sorte qu'on ne va pas la respecter. J'essaie également d'être pragmatique, d'intégrer certains chiffres précis à ça pour pas que ça soit juste un terme, mais qu'il n'y ait aucun objectif business. Donc, j'intègre un objectif business, mais de manière secondaire. Donc, je préfère présenter un plan stratégique sur une mission qu'un plan stratégique qui se matérialise sous un bilan comptable, si je peux le dire ainsi. OK? Et ça, moi, j'embarque. Ça m'excite. Je vois où est-ce que je peux me placer dans tout ça. Je vois l'impact également que l'organisation peut faire. Et je me motive. Mais j'ai besoin de me créer ces bulles de narration-là également qui me permettent de me relever, de me dire, OK, c'est pour ça qu'on le fait, c'est pour ça qu'on le fait. Donc, tu fonctionnes avec des cycles olympiques de 4 ans, un peu comme Martin chez Absolunet disait, je trouve ça intéressant. Là, tu en es à ta 2e année de ce cycle olympique-là ou première année? On a fait l'annonce en mai 2024, donc je dirais première année. On va faire la fin de cette première année, ouais.
Excellent. Fait que remise en question dans 2 ans et demi. Exact. On va voir où est-ce qu'on est rendu, puis peut-être qu'on va redéfinir, mais c'est correct de le faire. C'est correct de le faire parce que, je veux dire, quand tu prends cette avenue-là de se dire, tu bâtis une organisation pour le long terme, si tu n'es pas là à te challenger toi-même, à pourquoi tu le fais, comment tu le fais, qu'est-ce qu'on fait pas, il n'y a personne qui va le faire à ta place. Et on le répète, si l'entreprise ne fait pas une croissance assez soutenue, elle va ultimement mourir. Et t'es mieux de vendre ton organisation si tu sens que tu n'as plus cette nouvelle idée, cette nouvelle vision-là, cette nouvelle phase-là que tu es prêt à prendre, que de continuer à le faire sur quelque chose que tu ne crois plus. Et pour moi, c'est toujours ça le point. C'est de se dire, à la fin de cette période de 2, 3, 4, 5, 6 ans que hypothétiquement tu vas te donner, il faut tout le temps que tu te poses ces questions-là. Est-ce qu'on va encore plus loin ou est-ce qu'on a terminé le cycle? Et qu'est-ce que je ferais si jamais je vendrais aussi? Parce qu'il y en a qui se lancent tête première à vendre et sont très malheureux après un coup assis dans leur salon à rien faire. Finissent par acheter une autre entreprise qui n'est pas mieux que la première. Ils tournent en rond. Donc, il y a un aspect de réfléchir, je pense, plus loin que juste dire c'est le temps que je vende. Moi. Puis économiquement même, je veux dire, tu n'es pas nécessairement plus riche en vendant ton entreprise. Si on repart à une vision où est-ce que 99% des entreprises sont vendues, donc oui, vous pouvez lire les articles dans les journaux américains qui parlent comme Google a acheté Wiz, là, ça vient de sortir d'ailleurs il y a quelques minutes, là, Jonathan, c'est officiel. Google a acheté Wiz 32 milliards de dollars. C'est la plus grosse acquisition qui a jamais été faite par Google. Donc ça fait les journaux, ça fait les gros articles. Mais 99,9% des autres acquisitions se font sur des multiples d'EBITDA, OK? Et non sur des multiples de revenus. Juste pour mentionner ça à notre audience. Je dis ça pourquoi? Parce que si vous vous vendez sur un multiple d'EBITDA, donc essentiellement, tu fais, on va dire, 1 million de profits et tu te fais acheter 5 fois tes profits ou 7 fois tes profits, on va dire, ben, je veux dire, tu vends le tout, tu vas avoir ton exonération de grand capital sur ton premier 1,2 million, tu vas peut-être avoir bien structuré ça avec ta fiducie. Mais au final, tu vas te faire taxer beaucoup d'argent, puis après, tu n'as plus l'actif de l'entreprise qui peut répéter cette même profitabilité-là l'année 2, l'année 3, l'année 4. Donc là, tu as de l'argent, tu fais quoi avec cet argent-là? Est-ce que tu as des idées? Est-ce que tu as des actifs qui te permettent d'aller te lancer ailleurs? Donc, des fois, tu te rends compte que si le projet n'est pas clair sur la prochaine étape, c'est bien mieux de rester avec lui que tu as en ce moment parce que, anyway, au niveau économique, ça fait plus de sens et au niveau également de tes projets, ça risque de faire plus de sens également. Tous des belles réflexions à avoir en continu, Antoine. Bon, et quoi qu'on parle d'autre, Jonathan? Dernier sujet, je pense, qui pourrait être bénéfique pour tout le monde qui nous écoute, qui sont en affaires. Deep Research. On en a parlé il y a quelques semaines de ça, qui est une nouvelle fonctionnalité d'OpenAI qui est disponible dans ChatGPT. Je ne sais pas si Antoine, tu as eu la chance de le tester. On l'avait annoncé quand ça l'a sorti. C'était pas facilement disponible, ou du moins, c'était juste disponible aux États-Unis en connexion avec un VPN. Maintenant, c'est disponible au Canada. Je ne sais pas si tu l'as essayé. Moi, j'ai hâte d'en parler, mais je serais curieux d'avoir ton avis jusqu'à date. Qu'est-ce que ça donne dans ton day-to-day puis pour ton organisation, cette fonctionnalité-là qui, à date, peu de gens connaissent ou ont testé réellement et j'en suis vraiment surpris. Là. Oh, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Si vous prenez le plan OpenAI, ChatGPT à 20 $ par mois, je pense qu'on vous donne la possibilité de faire 10 Deep Research au moment où on se parle. J'en ai testé quelques-unes. Écoute, Jonathan, c'est... On rentre dans des analyses. Je vais te donner le cas pratique dans lequel j'ai utilisé, puis j'ai hâte de l'entendre pour toi. Donc, tu le sais, je fais un podcast qui s'appelle Histoire de foot. Et j'avais la chance, le dimanche 16 mars, je faisais un podcast en Angleterre avec un coach un coach qu'on appelle un coach de coups de pied arrêtés. Donc, lui, il s'occupe des coups de pied arrêtés, il s'occupe des corners, il s'occupe des coups francs. Donc, pour ceux qui connaissent le foot, vous allez comprendre un peu ce que je veux dire. Mais bref, c'est un coach qui a un aspect très tactique dans le match. OK? On pourrait... donc, il n'est pas tellement impliqué dans la structure de l'équipe sur le terrain, mais il est là pour certains moments très tactiques dans le match. Donc, essentiellement, je m'en allais faire un podcast avec un matricien un petit peu des coups de pied arrêtés. Donc, je voulais avoir le maximum d'informations sur l'histoire des coups de pied arrêtés, spécifiquement en première ligue. J'ai demandé à Deep Research de me faire une recherche des 10-15 dernières années de l'historique des coups de pied arrêtés en première ligue, les pourcentages, qu'est-ce qui fonctionnait le plus, qu'est-ce qui fonctionnait le moins. Et je me suis retrouvé avec une bible d'informations incroyable.
j'avais jamais été autant préparé pour un podcast. Je me dis, bon, après, je me posais la question si j'avais la connaissance et l'expertise nécessaires pour aller en détail sur chacun de ces points, mais je pense que l'important est ailleurs. Ici, c'est surtout de se dire la qualité d'information qui était à ma disposition. J'avais jamais eu ça. Et là, c'est là que ça m'a ouvert les yeux sur la possibilité qu'on est capable d'aller chercher avec OpenAI. J'ai hâte de t'entendre également sur le sujet, mais je terminerai juste en disant cette équipe-là de OpenAI m'impressionne comme pas possible. J'ai l'impression qu'ils ont plus d'un tour dans leur sac. Ça fait quoi? 2 ans et demi qu'ils ont lancé ChatGPT version 1, qui était 3 à ce moment-là. Et depuis, à chaque fois qu'un joueur est arrivé avec une nouvelle version, un nouveau Large Language Model, eh bien, à chaque fois qu'ils avaient une réponse, et à chaque fois, il reste, on dirait, numéro 1. Il m'impressionne. Deep Research, je recommande si vous ne l'avez pas utilisé encore. Et pour le mettre en contexte, Deep Research, là, par le passé, on pouvait poser des questions à ChatGPT. Il y a une fonction qu'on pouvait activer qu'il aille sur Internet, aller faire une courte recherche, il revient avec l'information, ça se termine là. Deep Research, dites-vous, c'est comme si vous aviez en permanence à côté de vous quelqu'un qui est prêt jour, matin, soir, midi, peu importe, à partir faire une recherche sur Internet pendant environ 1 semaine de temps humain et de revenir avec un contenu extrêmement précis, détaillé, avec les sources qui correspondent exactement à ce qu'un expert d'un sujet précis que vous avez en tête pourrait vous faire. Et même encore mieux des fois que cet expert-là, parce qu'il n'y a pas la fatigue de l'humain au final. Les possibilités, honnêtement, sont infinies. Moi, de mon côté, ça a pris à peu près 2 heures du moment où j'ai eu cette fonctionnalité-là dans ma version de ChatGPT jusqu'à ce que j'atteigne la limite. Et ils m'ont convaincu tout de suite de passer au plan à 250 $ par mois. Je dois être rendu honnêtement à 100 de recherches Deep Research que je fais. Dès que j'ai une question qui demande un peu de recherche, puis je me dis, hey, j'aimerais ça aller creuser loin dans un sujet, j'y vais et là, je vous lance des idées que vous pouvez utiliser dans votre propre entreprise que nous, on a fait. Première des choses que vous pouvez faire, là, votre veille stratégique et votre veille d'analyse concurrentielle. Utilisez Deep Research. Et quand vous allez utiliser Deep Research, un excellent conseil qui m'a été donné, utilisez le modèle O1 ou O3 Mini AI et demandez de l'aide pour formuler une demande à Deep Research. Donc, on appelle ça du prompt engineering. Donc, la manière que vous allez composer votre question pour le Deep Research va faire une grosse différence dans la force de l'information qui va être sortie à la fin. Donc, utilisez ChatGPT en soi avec les fonctionnalités plus traditionnelles pour générer cette requête-là, cette demande-là, que vous allez ensuite demander à un Deep Research. Donc, dans le cas d'une veille stratégique ou d'analyse concurrentielle, vous allez avoir de l'information de manière impressionnante sur votre compétition et sur le marché où est-ce que vous voulez en aller. Un autre cas que nous, on a utilisé, on est en train de développer des éléments en recherche et développement pour solutionner des problèmes de l'industrie de l'acier. Donc, ça l'implique d'aller voir c'est quoi le potentiel de ces développements-là. Donc, si vous faites de la recherche et développement et de l'innovation de produits, beaucoup de solutions peuvent provenir de Deep Research et beaucoup de validation de qu'est-ce qui se passe au marché pour régler ces problèmes-là peuvent venir de demandes de Deep Research. Vous pouvez lui demander d'analyser votre site au niveau SEO, de le comparer à votre compétition et à émettre des recommandations de qu'est-ce que vous devriez faire. Et un petit conseil, il y a maintenant un module qui est Operator qui pourrait en partie vous aider à implémenter ces suggestions-là. On a vu des cas réels qu'il y a des gens qui l'ont fait. Encore, il y a certains items que je mettrais une bémol, mais il y a quand même un bon résultat là-dedans. Nous, on l'a utilisé dans nos pitchs de vente pour parfaire nos pitchs de vente, mais surtout pour aller chercher des statistiques qui appuient notre pitch de vente. Donc, il était faire des recherches dans plein d'études un peu partout à travers le monde et il nous a ramené des statistiques. Et si vous cherchez des idées de... Par exemple, nous, on cherchait un nouveau nom pour nos nouveaux podcasts qu'on va lancer, des taglines, un descriptif poussé. Ouais. C'est vraiment magique, honnêtement. C'est comme d'avoir un assistant qui est prêt à faire des recherches matin, midi, soir, nuit. Et pour une fraction du prix d'un assistant, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et là, il y a des choses qui s'en viennent cette année qui vont être couplées à ça, qui vont être vraiment très, très, très pertinent et intéressant. Tout le côté agentic, donc d'être capable de rendre l'intelligence artificielle un peu plus autonome pour accomplir des tâches plus complexes. Et il y a également tout l'aspect d'être capable de coupler après ça avec tout notre environnement informatique et l'exemple Deep Research. Donc, par exemple, les plateformes N8N que de notre côté, on explore pour nos clients,
ça pourrait faire partie éventuellement là, d'un podcast qu'on pourra faire ensemble, Antoine, pour parler d'Agentic. Qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça va faire dans vos organisations? Parce que c'est une vague de gains de productivité incroyable qui est en train d'arriver. Je pense qu'on pourra en reparler devant nous, mais la composante de Deep Research et la composante qu'OpenAI viennent de lancer un peu en silence dans les dernières journées qui permet de prendre le contrôle complet de l'ordinateur pour accomplir des tâches. Ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui en a entendu parler, mais c'est disponible pour les développeurs et on est en train de le tester. Vraiment incroyable. Puis comme tu dis, Antoine, hallucinant, OpenAI, comment qu'ils semblent avoir plusieurs cartes dans leur manche, plusieurs cartes cachées, et ils sont prêts à les mettre sur la table dès que la compétition lance un petit quelque chose. Ça prend quelques heures, quelques journées, et ils mettent sur la table quelque chose d'impressionnant qui éclipse ce que le compétiteur a amené comme nouvelle à la table. Oui, puis c'est bien dit, Jonathan, parce qu'il faut mettre les choses en perspective. OpenAI, en ce moment, pour rivaliser, ils sont obligés de lever de l'argent. Ils sont bons là-dedans. Ils ont été capables de lever beaucoup d'argent. Mais ils font face à des joueurs qui ont des machines à imprimer de l'argent. Et c'est très important de faire la distinction ici entre les deux. C'est-à-dire que, littéralement, en bénéfice net, je crois, je regardais les états financiers de Meta au dernier trimestre, je pense qu'ils sont rendus Meta quasiment à être capable de faire entre 10 et 15 milliards de bénéfices nets par trimestre. Donc, si on fait les calculs, et ça, c'est excluant tout l'argent qu'ils ont préalablement investi pour leur intelligence artificielle à eux. Donc, ça, c'est l'argent qui reste après avoir fait tous leurs investissements. Google, c'est encore plus que ça. Donc, c'est juste pour démontrer que Microsoft, on n'en parle même pas également. Ces joueurs-là ont littéralement des machines à imprimer de l'argent. Et malgré tout ça, c'est une équipe OpenAI avec un CEO qui a une vision excessivement grandiose, qui arrive à lever des sommes, perdent beaucoup d'argent, mais tout de même, ils sont capables de rivaliser, qui reste, selon toute vraisemblance, au moment où on se parle, numéro 1. Et ça, c'est à mentionner. Pour combien de temps encore à voir, mais jusqu'à maintenant, il reste numéro 1, même beaucoup plus longtemps que ce que beaucoup de gens auraient pensé. Et je pense qu'on ne peut pas les mettre, on peut pas les compter battus pour le moment tout de suite. Ça va prendre, ils ont encore une longueur d'avance. Donc, pour moi, je trouve ça totalement exceptionnel parce que qui aurait pensé que le volet search de Google trouverait finalement un compétiteur? Bon, je le sais, il y a eu des articles qui sont sortis récemment qui démontrent comme quoi Google continue d'être en croissance sur les moteurs de recherche. Moi, personnellement, c'est plus Google que j'utilise pour avoir les réponses à mes questions. Et je pense que c'est juste une question de temps où est-ce qu'on va voir que ce chiffre-là va aller à la baisse. Il peut y avoir encore une croissance qui provient de certains travaux qui ont été capables de faire, mais définitivement, c'est la première fois qu'il y a un joueur sur le marché qui arrive et qui est capable de compétitionner Google dans le volet recherche. Et ça, je pense que peu de gens auraient pu parier là-dessus. Et c'est plus de 2 décennies que ça l'a pris. Là. Moi, je suis du même avis que toi que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait quelqu'un qui vienne déstabiliser potentiellement financièrement un géant comme Google. Mais comme tu le dis, moi-même, là, honnêtement, 9 demandes d'informations que je fais sur 10 n'est plus sur Google. C'est directement dans ChatGPT que je vais le faire et le résultat est de loin en avance sur ce que je peux aller chercher sur Google. Et souvent, quand je vais sur Google maintenant, j'ai une certaine frustration parce que la moitié de la page, c'est des publicités, donc on ne sait plus vraiment qu'est-ce qui est le contenu pertinent ou pas. Donc, oui, les gens n'ont pas encore le réflexe d'aller sur un ChatGPT de ce monde, mais le résultat est à des années-lumière et Google n'aura pas le choix de bouger là-dessus mais ça remet en question leur moteur financier de départ, qui est la publicité dans les résultats de recherche. Et ils nous ont pas prouvé jusqu'à date qu'ils ont trouvé une meilleure formule pour réussir à pivoter leur modèle financier vers un résultat de recherche qui est propulsé par l'intelligence artificielle. À suivre, c'est honnêtement, mais ça va être intéressant dans les prochaines années à suivre. Là. Ah, intéressant, fascinant. Il y a un pivot complet qui est en train de se mettre en place. Il y a plusieurs joueurs également. Hein. On parle beaucoup de ChatGPT, OpenAI, mais il ne faut pas oublier non plus l'équipe de Elon Musk avec XAI, Grok, qui ont été capables de faire en si peu de temps. Bref, il y a plusieurs joueurs. Ce n'est pas une course à 1 ou 2 joueurs pour le moment. Et c'est intéressant. Je pense que le consommateur y gagne en ce moment. Effectivement, à suivre. Mais bref, très impressionné par la capacité d'équipe d'OpenAI. Si vous n'avez pas utilisé Deep Research, allez faire un petit tour.
Et il n'y aura plus grand place pour des nouveaux joueurs qui vont rentrer parce qu'ils commencent à avoir des capacités limites physiques disponibles d'équipement. Par exemple, Grok, qui ont assemblé au-delà de 100 000 cartes GPU dans un court laps de temps. Ça met énormément de pression sur le stock disponible de GPU. Mais derrière tout ça, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'ils ont été obligés de monopoliser plus du tiers de l'ensemble de la capacité de réfrigération temporaire des États-Unis. Le tiers, Antoine. Ils ont fait venir le tiers de tout ce qui était disponible en réfrigération. Donc, ça fait aucun sens, là. Il va manquer de système de réfrigération pour déployer rapidement ce genre d'infrastructure-là. Donc, il n'y aura pas grand autre, je pense, compétiteurs aux États-Unis qui vont apparaître dans les prochains trimestres. C'est les grands qui vont se battre un pour l'autre. La majorité ne sont pas rentables. Encore là, les chiffres vont parler après un certain temps. Ben, c'est ça. C'est des machines à imprimer de l'argent versus des joueurs qui sont capables de lever des capitaux. Et là, on comprend de plus en plus l'obligation de OpenAI de sortir et de changer de type de corporation parce qu'avec les capitaux qu'ils sont en train de lever, ils n'ont pas le choix d'être capables d'avoir une structure beaucoup plus facile et mieux établie pour les investisseurs. Donc, c'est exceptionnel, je trouve, de voir ça, de le suivre. Vraiment, là, je trouve ça intéressant que nous-mêmes, on soit capable d'en parler sur le podcast. C'est fascinant. Jonathan, d'autres choses avant que je te laisse filer? Complet cette semaine, Antoine. Fantastique. Ben écoute, content d'avoir revu avec nous pour les discussions d'affaires. Félicitations encore pour tes 20 ans en affaires, c'est pas rien. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.